Via le prisme du droit comparé à cette question du rapport entre bourgeoisie et démocratie. On a un grand paradigme qui est celui des classes moyennes, donc qui est le nom démarxisé pour parler de la bourgeoisie. Des classes moyennes seraient vraiment le socle de la démocratie. Et donc, il y a toute une grande théorie qui est issue de la théorie de la modernisation de Weber, mais qui a une nouvelle vie à partir des années 1950, qui vise à démocratiser le monde entier en créant des démocraties avec des classes moyennes. Donc pour créer des classes moyennes, il faut du développement économique, il faut de l'urbanisation, il faut de l'éducation. Donc si on développe économiquement les autres pays du monde, si on les urbanise et qu'on les éduque, eh bien alors nous aurons des classes moyennes et alors nous aurons la démocratie. Et c'était la grande idée de tous les transitologues et de tous les politologues états-uniens à partir des années 50, 60, 70. Et qu'est-ce que les études empiriques nous ont donné de ce paradigme? Eh bien, ce dont on s'est aperçu, c'est que les classes moyennes n'étaient pas plus démocrates que d'autres. Elles pouvaient même l'être moins. En réalité, les classes moyennes, lorsqu'elles sont confrontées soit en effet à la possibilité du communisme, soit à la possibilité de désordre, de chaos, soit même tout simplement à la perte de privilèges par l'extension du suffrage, l'extension des droits et libertés à des populations qu'elles considèrent comme leur étant inférieures, eh bien, elles sont prêtes à soutenir la dictature. Et donc, si on s'intéresse par exemple à l'Asie du Sud-Est, qui est un laboratoire exceptionnel de ce dédain de la classe bourgeoise pour la démocratie, on peut voir que dans la plupart des États, depuis les années 2000, donc c'est un phénomène que l'on observe encore aujourd'hui au XXIe siècle, alors qu'il n'y a plus de peur du communisme qui soit là, mais ces classes moyennes, elles ont soutenu des coups d'État militaires ou des coups d'État judiciaires contre des gouvernements élus, qui étaient des gouvernements plutôt de type populistes, en tout cas, qui faisaient de la redistribution et qui avaient comme projet de mettre fin aux privilèges de la classe bourgeoise en étendant la sécurité sociale, l'éducation, les bourses, etc., à une partie de la population qui en était encore exclue. Donc, par exemple, en Thaïlande, en 2006, un coup d'État militaire contre un Premier ministre qui voulait redistribuer, créer une sécurité sociale, créer des programmes de subvention aux agriculteurs, eh bien, les classes moyennes sont descendues dans la rue pour soutenir un coup d'État militaire, donnant des fleurs aux militaires, etc. On retrouve la même chose ensuite avec un autre coup d'État en 2014, mais aussi aux Philippines ou dans d'autres États. À Singapour, c'est un État qui a un parti politique hégémonique, c'est-à-dire que c'est le parti politique, il n'est pas seul au Parlement, il y a une opposition, mais qui est très, très minime, qui est gardée dans un état de survivance tout à fait bénigne pour le pouvoir. Depuis 1965, ce parti-là, il est au pouvoir. Et comment survit-il? Eh bien, grâce aux classes moyennes et grâce à la propriété. C'est-à-dire qu'il donne un logement à toute sa population, qui est donc quasiment à 100% une population de propriétaires, et ces propriétaires votent pour le parti au pouvoir parce que c'est la conservation du même, la conservation de la valeur de leur propriété, et c'est ainsi que ce pouvoir-là se maintient au pouvoir. Et ça inspire beaucoup la Chine d'ailleurs. En fait, cette classe moyenne, si c'est une classe moyenne qui a accès à la propriété, alors elle se satisfera pas d'une démocratie vibrante, mais d'un régime qui est conservateur, socialement et surtout économiquement, qui lui permette de maintenir son niveau de vie et de garantir la valeur de ses propriétés.